Que ce soit une radio des poumons, un scanner de la tête ou un panoramique dentaire, l'utilité de l'imagerie médicale n'est plus à démontrer. Mais c'est aussi une des principales sources d'exposition au rayonnement ionisant, et ce n'est pas sans risque. C'est pourquoi il est essentiel d'analyser et de suivre cette exposition au cours du temps. Alors comment mène-t-on cette analyse? Que nous apprend-elle sur l'exposition des Français et quelles sont les populations les plus sensibles? Pour répondre à toutes ces questions, nous allons recevoir 2 scientifiques de l'ASNR. On accueille tout de suite notre premier invité, c'est parti. Salut à toutes et à tous, on est heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Science en question. Aujourd'hui, pour en apprendre un peu plus sur notre exposition au rayonnement ionisant, nous avons le plaisir d'accueillir Célian Michel. Bonjour. Bonjour Jean. Alors Célian, vous êtes expert en radioprotection médicale à l'ASNR. L'ASNR, je vous laisse me dire ce que c'est exactement. C'est l'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. En fait, c'est l'ASNR qui exerce des missions principalement de contrôle dans les activités nucléaires, d'information des publics, et puis également d'expertise et de recherche dans la sûreté nucléaire et la radioprotection. Et me concernant, donc j'interviens sur la partie expertise en lien avec la recherche. Très bien. Et alors concernant justement cette question des rayonnements ionisants, quel est le travail de l'ASNR ? Donc nous faisons des bilans tous les 5 ans de l'exposition des patients en France pour l'imagerie médicale diagnostique, la radiologie, le scanner, la mammographie, etc. Alors, les rayonnements ionisants, en médecine, on a l'habitude de dire qu'on les utilise de deux grandes façons, en radiothérapie et en radiologie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence ? C'est ça. En radiothérapie, en fait, ce sont des rayons X qui sont utilisés de très haute énergie avec des gros appareils qu'on appelle des accélérateurs de particules. Et donc, le but est de traiter le cancer principalement, donc réaliser un traitement. En radiologie, scanner, radiographie, dans le domaine de l'imagerie médicale, on les utilise, donc c'est des rayons X également, mais de beaucoup plus faible énergie, et dont le but est de faire un diagnostic sur le patient et non pas un traitement. Alors vous utilisez parfois rayons X, rayonnement ionisant, quelle est la différence ? Vous pouvez préciser finalement ce que sont les rayonnements ionisants ? Donc en fait, les rayons X sont un des types de rayonnements ionisants. Donc en fait, les rayonnements ionisants, ce sont des rayonnements qui vont arracher des électrons aux atomes de la matière et qui vont, comme ça, on dit, ioniser. Donc il va y avoir les rayons X, par exemple les rayonnements alpha, bêta, et il y a la radioactivité aussi. Donc la radioactivité, qui est donc émise par certains atomes qui sont dits radioactifs, vont émettre aussi des rayonnements ionisants. Donc c'est d'autres types que les rayons X. Donc c'est des rayons qui traversent la matière et qui interagissent avec. C'est ça, exactement. Le corps, par exemple, ou le béton, pour si on veut atténuer les rayonnements, se protéger, par exemple. Alors, on a testé les connaissances du public sur ce sujet. Pour ça, on a posé une question à nos abonnés sur Instagram. D'après vous, quelle technique d'imagerie n'utilise pas de rayonnement ionisant? Et on leur a proposé plusieurs réponses. A, le scanner, B, l'IRM, C, la radiographie ou D, la scintigraphie. On va regarder un petit peu ce que les gens ont répondu. À 46%, ils ont répondu la scintigraphie. Alors Célian, quelle est la bonne réponse ? Alors, c'est l'IRM qui n'utilise pas les rayonnements ionisants. On a une mauvaise réponse. Donc effectivement, la scintigraphie utilise les rayonnements gamma, justement, donc les rayonnements gamma. Voilà. Donc l'IRM, absolument pas de... Non, en fait, ce sont aussi des ondes électromagnétiques, mais qui sont à plus basse fréquence, et donc à cette fréquence-là, il n'y a pas d'arrachement des électrons des atomes, et donc il n'y a pas les mêmes effets. Alors, à l'inverse, quelle technique d'imagerie utilise ces rayonnements ionisants ? Donc, il y a effectivement donc, la radiologie de manière générale. Donc, dans radiologie, ça embarque beaucoup de choses. Il va y avoir la mammographie pour le dépistage, par exemple, du cancer du sein. Il va y avoir la radiologie conventionnelle, par exemple des radios des membres, du poumon. Il y a la radiologie dentaire, effectivement, chez les dentistes. On a tous passé une radio panoramique dentaire, voilà. Donc, il y a effectivement donc aussi la radiologie qu'on appelle interventionnelle. Donc, ça va être dans des salles, en général au bloc opératoire, où les rayonnements vont être utilisés pour guider le geste chirurgical. Est-ce qu'il y a d'autres examens pendant lesquels on est exposé à des rayonnements ionisants ? Oui, il y a effectivement aussi la médecine nucléaire. Dans le sondage, vous parliez de scintigraphie. Donc là, c'est un peu différent. Les rayonnements vont être émis par le corps humain, par le patient, à qui on va administrer de manière en général intraveineuse
intraveineuse, un peu de radioactivité de manière de forme de trace, donc peu de radioactivité qui va sortir du corps, et on va détecter les rayonnements avec des appareils comme les gamma caméras ou les TEP, qui vont permettre de récupérer le signal depuis le corps du patient. Et tout ça, ce sont des examens qui sont utilisés pour le diagnostic ? Oui. Uniquement ? C'est ça. Là, donc, tout ce que je vous ai parlé, scintigraphie, TEP, radiologie, radiologie interventionnelle. C'était aussi dans le sondage, on avait aussi écrit scanner, ça rentre aussi dans ces examens-là. Le scanner, c'est de manière diagnostique en général, effectivement. Et quelle part de la population française est concernée par les examens médicaux qui impliquent des rayonnements ionisants ? En fait, par an, si on regarde une année donnée, par exemple en 2022, pour l'année la plus récente qu'on a étudiée à la SNR, on a à peu près 43% de la population qui a eu au moins un acte utilisant les rayonnements ionisants pour le diagnostic. Ça concerne pas mal de monde. Ça fait à peu près la moitié, un peu moins de la moitié. Et alors, ces rayonnements, ils sont quand même précieux, parce qu'ils permettent de traiter aussi, de donner des informations aux professionnels de santé pour guider les traitements et poser un diagnostic. Néanmoins, il faut les utiliser avec précaution parce qu'il peut y avoir un risque. Quels peuvent être les effets sur la santé ? Effectivement, il faut que ce soit justifié. C'est-à-dire qu'il faut que vraiment le médecin prescrive ces examens à bon escient. On ne passe pas un scanner sans raison valable. Il faut qu'il y ait une indication précise, une indication clinique, une question clinique qui est posée pour pouvoir faire un diagnostic par rapport à cette question. Et en termes de potentiels effets, de potentiels risques. Et donc la deuxième partie de la question, donc sur les risques, effectivement, comme ces rayonnements peuvent arracher des électrons à la matière, ça peut toucher en particulier l'ADN, qui est dans le noyau de nos cellules, et donc ça peut avoir des effets de destruction de cellules, ce qu'on appelle l'apoptose, c'est la mort cellulaire, ou bien des effets où il va y avoir ensuite des mutations, ça va dégrader l'ADN, et après, au bout d'un certain nombre d'années, ça peut dériver vers un risque de cancer. Bon, rassurez-vous, l'exposition des Français aux rayonnements ionisants, elle est suivie et analysée régulièrement. Voyons voir ce que le bilan publié en 2025 nous apprend dans le Science en Action. Alors Célian, vous l'avez dit, l'exposition des Français aux rayonnements ionisants est suivie tous les 5 ans. Ça fait l'objet d'un bilan qu'on appelle le bilan EXPRI. Ça veut dire quoi, EXPRI ? EXPRI, ça veut dire exposition de la population au rayonnement ionisant d'origine médicale pour le diagnostic. Et alors, depuis combien de temps on fait ce suivi régulier comme ça ? En fait, on a commencé en 2003, donc il y a un peu plus de 20 ans, où on avait commencé à étudier les données de l'année 2002. Et puis tous les 5 ans, donc 2007, 2012, 2017, et le dernier bilan qui est en cours de parution, 2022. Et donc, au-delà de donner une tendance, parce que j'imagine que c'est un peu l'objectif principal, quels sont les autres objectifs du bilan ? En fait, ça permet de faire l'état des lieux, donc les tendances par rapport au bilan précédent, le bilan juste avant ou même les bilans encore antérieurs pour voir vraiment l'évolution à long terme. Mais ça peut effectivement aussi être utilisé par les pouvoirs publics de manière générale pour justement par rapport à cette tendance, voir s'il y a des actions d'amélioration à faire, voir les doses aussi de rayonnement qui sont délivrées aux patients, si ça évolue un peu trop vite ou pas assez vite, même à voir aussi s'il faut encore optimiser, s'il y a encore des pistes d'amélioration pour optimiser ces doses de rayonnement. Ça permet un peu d'aiguiller et d'avoir la donnée scientifique pour éclairer les pouvoirs publics. Alors, vous vous basez sur quelles données ? Vous partez de quoi ? En fait, on utilise ce qui s'appelle le SNDS, donc c'est le Système national des données de santé. Donc c'est une plateforme en fait qui est gérée par la CNAM, donc c'est la Caisse nationale d'assurance maladie, c'est l'assurance maladie quoi. Donc en fait, c'est une base où tous les actes remboursés par la sécurité sociale sont présents. À la SNR, on a accès à un échantillon d'à peu près 2% de ces actes, ce qui nous permet d'être assez représentatifs, étant donné quand même qu'il y a beaucoup d'examens et beaucoup de patients en France, pour pouvoir suivre et extraire ces données-là au niveau national. Et 2% c'est représentatif, c'est suffisant pour... Oui, effectivement, on a à peu près 1 500 000 personnes avec plus d'1 million d'actes qui peuvent être suivis, qui sont suivis et qui sont représentatifs des différentes catégories d'âge, par exemple.
Et donc ce qui figure dans cette base de données, ce sont des patients qui ont été réellement exposés. Oui. C'est ça exactement. C'est doublement anonymisé, on ne sait pas exactement, on n'a pas le nom, c'est vraiment parce que ce sont des données de santé, donc des données très sensibles qu'il faut protéger, mais que nous aussi, en tant qu'experts organismes scientifiques, nous pouvons analyser et avoir ces bilans-là tous les 5 ans. Et alors très concrètement, c'est ce qu'on voit finalement à l'écran, c'est un tableau avec toutes les données dans lesquelles on affiche quoi, on donne quoi comme information? C'est ça. On trouve quoi? En fait, dans ce tableau-là, c'est un extrait d'un des tableaux qu'on utilise, où chaque ligne va correspondre à un acte d'un patient en France. Là, en l'occurrence, c'est pour l'année 2022, pour le bilan que nous avons établi le plus récent. Et donc, on va avoir le type d'acte, donc le nom, son code. Si on fait un scanner, une radio. C'est ça. On aura là ce qu'on appelle la modalité d'imagerie, scanner, radio, mammographie, la dose associée à cet acte, si ça a été réalisé lors d'une hospitalisation en hôpital public ou dans une clinique privée, etc., l'âge du patient, son sexe, etc., pour pouvoir faire des analyses dessus. Donc tout est consigné et quand on passe un examen, il y a quand même pas mal d'informations qui sont enregistrées. Oui, exactement. Et alors comment on généralise, comment on passe de ces informations à la population entière, ces informations qui sont très individuelles, quoi? Oui, alors en fait, comme je disais, on a à peu près 2% de la population, et donc des actes qui sont dans cette base, et on peut aisément faire une extrapolation avec des facteurs multiplicatifs pour donner à peu près le nombre d'actes total sur la population française, avec bien sûr des incertitudes, mais ce qui compte, c'est quand même d'avoir les tendances. On est à peu près à 75 millions d'actes diagnostiques utilisant les rayonnements ionisants en France pour l'année 2022. J'imagine que vous avez aussi des programmes informatiques qui vous permettent de filtrer, de trier, d'organiser toutes ces données et de faire ressortir, de les faire parler en quelque sorte. Oui, exactement. Là, ce qui a été montré, c'est le tableau brut des actes, une ligne, un acte pour un patient à un jour donné. Et après, on peut faire des courbes en fonction de l'âge, du sexe, ou par modalité d'imagerie, ou voilà. Le 6e bilan a été publié là au printemps 2025, donc il porte sur l'année 2022, vous l'avez dit. Et alors, qu'est-ce qu'il peut nous apprendre déjà concernant le nombre d'actes diagnostiques? En moyenne, combien un Français passe d'examens médicaux comme ça? En fait, si on regarde la population entière, donc c'est-à-dire ceux qui ont eu au moins un acte et ceux qui n'en ont pas eu, c'est-à-dire les fameux 43%, on va avoir à peu près sur 1000 ce qu'on appelle bénéficiaires, c'est-à-dire les bénéficiaires de l'assurance maladie, les personnes protégées par l'assurance maladie, on va avoir à peu près 1100 examens pour 1000 bénéficiaires, ce qui correspondrait à peu près à 1,1 acte par personne, si on simplifie. Et alors là, on a un graphique qui montre aussi la répartition en fonction de l'âge. Donc on voit qu'il y a une légère évolution quand on commence à vieillir. Exactement. Effectivement, vous voyez ici, donc ça, ce sont donc les nombres moyens d'actes par patient. Donc là, on est vraiment sur la population qui a eu au moins un acte. On n'est pas sur toute la population. Donc vraiment, cette partie de la population, ces fameux 43% dont je parlais au début. Donc effectivement, quand on augmente avec l'âge, effectivement, on a plus d'examens parce que potentiellement, on a plus de pathologies diverses et variées. Il y a pas le cancer ou d'autres pathologies qui justifient ce besoin d'avoir des actes d'imagerie. Et là, c'est à peu près équitable, que ce soit pour les hommes ou les femmes, la répartition est globalement identique. Effectivement, le nombre d'actes est à peu près identique chez les hommes et les femmes pour les patients. Je vois quand même un petit pic autour de 10-14 ans. Est-ce qu'on sait interpréter ce pic est en général dû à la radiologie dentaire qui, dans le cas par exemple de l'orthodontie, en général, c'est 10-14 ans, ça correspond à l'adolescence. Donc souvent, on va faire des radios panoramiques ou localisées ou au niveau dentaire, donc ce qui explique effectivement ce léger pic. Alors si on s'intéresse justement cette fois plutôt aux techniques d'imagerie qui sont utilisées, est-ce que là aussi vous avez des informations sur celles qui sont le plus couramment proposées, ou en tout cas celle qu'on passe le plus souvent, quoi? Oui, ça correspond en fait à ce qu'on connaît le plus finalement dans la population. Ça va être la radio conventionnelle, enfin poumon, membre, le dentaire. Ça, c'est vraiment les deux modalités d'imagerie. Et puis la mammographie aussi. Les trois, on va dire, modalités d'imagerie qui vont être les plus utilisées. Après, ensuite viendra le scanner, qui est à peu près une quinzaine de % des actes. Et puis après, la médecine nucléaire et la radiologie interventionnelle diagnostique qui sont un peu moins courantes. Ça, c'est des choses qui restent à peu près stables d'une année à l'autre? Il y a
quand même une augmentation de la part du scanner et de la médecine nucléaire. Hein. Entre 2017 et 2022, on a eu à peu près 10% sur le scanner, et plus 10% sur le scanner et plus 20% sur la médecine nucléaire. Voilà. Et donc ça évolue comme ça. Et puis la radiologie conventionnelle, entre les deux derniers bilans, donc 2017 et 2022, on a eu une recrudescence donc de à peu près moins 20%. Effectivement, on en fait de moins en moins des radios classiques. On sait expliquer cette évolution ? C'est probablement dû au fait que maintenant on a des imageries comme le scanner qui sont 3D, qui apportent beaucoup plus d'informations diagnostiques et tridimensionnelles. On peut séparer vraiment les informations, on n'a plus une projection comme avant. Voilà, on peut voir vraiment les coupes dans le corps du patient pour pouvoir poser un diagnostic. Donc effectivement, c'est sûrement du fait de ces nouvelles technologies qui permettent d'aller plus loin et qui montrent sur cette tendance-là. Alors là, justement, on voit la répartition. Donc, c'est le type d'imagerie qui est utilisé en fonction de l'âge, pareil, oui. Pour les hommes et pour les femmes. Donc, ça suit globalement un peu la même évolution qu'on a vue tout à l'heure. Oui, effectivement, on a toujours ce pic. Sur la catégorie des adolescents, les 10-14 ans. Et quand on regarde, effectivement, on voit bien que le dentaire est fortement représenté. Donc, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc, c'est cohérent jusque-là. Et sur les personnes d'âge plus avancé, effectivement, on voit la part de la scanographie, c'est-à-dire le scanner, qui augmente de plus en plus. Donc, effectivement, bien sûr, la radiologie conventionnelle augmente aussi, mais effectivement, les proportions changent en fonction de l'âge. Alors, si je prends deux techniques d'imagerie différentes, par exemple la radiologie, une radio, un scanner, est-ce qu'on délivre la même dose selon l'examen ? Effectivement, c'est assez différent. Pour donner des ordres de grandeur, avec des unités qu'on a l'habitude d'utiliser, en radiologie classique, conventionnel, on va être de l'ordre du microgré, c'est-à-dire 1/1000e de gré. Le gré est en unité physique de la dose reçue par le corps du patient, de l'énergie déposée à l'intérieur du corps. Donc microgré, 1/1000e, alors qu'on va être plutôt de l'ordre du milligré ou de la dizaine de milligrés pour le scanner. Donc voilà, un centième, 1/1000e de gré. Donc effectivement, on est sur des échelles complètement différentes. Donc il faut effectivement que les scanners soient d'autant plus justifiés que les radios qui délivrent beaucoup moins de doses. Alors ça veut dire que le scanner contribue beaucoup plus à la dose qu'on reçoit annuellement ? Oui, effectivement. Comme je disais, on a à peu près une quinzaine de pourcents d'actes qui sont pour la modalité scanner, mais elles représentent les 3/4, 75% de la dose au niveau collectif, de la dose délivrée au niveau de la population. Mais alors j'imagine que du coup le choix, vous avez commencé à le dire un peu tout à l'heure, mais le choix d'une technique, ça se fait pas au hasard, ça suit des règles bien précises quand même. Oui, il y a notamment un guide en ligne disponible par exemple pour les médecins généralistes ou même peut être utilisé pour les radiologues. Pour vraiment savoir en pratique ce que les patients, quels examens on peut choisir en fonction des pathologies en fait. Il y a ce site qui s'appelle ADRIM. Et je ne sais plus comment ce que ça veut dire, mais en tout cas c'est un guide en ligne qui permet en fonction de la pathologie de tel ou tel organe ou des symptômes en général de savoir vers quoi il faut s'orienter, donc c'est-à-dire quelles indications correspondent à quels examens. Et il va y avoir comme ça une gradation. Il vaut mieux faire un scanner pour cette indication ou une radio, etc. Okay. J'en reviens aux doses qu'on reçoit. Qu'on soit un homme ou une femme, est-ce qu'on reçoit la même quantité à peu près ou pas ? On a vu tout à l'heure que ça s'équilibre un peu, mais... Les femmes reçoivent un peu moins de doses, mais en nombre d'actes, elles en ont un peu plus. Alors, ce qui peut s'expliquer, notamment au bout d'un certain âge, ça c'est surtout le cas effectivement au bout d'un certain âge, avec le dépistage en mammographie, qui fait que tous les 2 ans, les patientes françaises ont ces examens de mammographie qui font qu'en nombre d'actes sur la population, forcément, elles en ont plus que les hommes. Bien heureusement, la mammographie fait partie de la radiologie conventionnelle et donc délivre des doses très faibles. Et alors, si on s'intéresse cette fois peut-être plutôt aux examens qui sont proposés, finalement, on fait de l'imagerie de quoi le plus souvent ? Du crâne, du thorax,
En fait, les imageries les plus courantes, c'est la radiologie conventionnelle du thorax, des membres, etc., pour ce qui concerne la radiologie conventionnelle. Après, le dentaire, ça va être au niveau des dents, le panoramique, ou les radios localisées, ou les radios 3D qu'on appelle Cone Beam CT, donc vraiment en 3D, vraiment. Donc ça, c'est vraiment les examens les plus fréquents. Et puis après, en scanner, effectivement, ça va être au niveau de l'abdomen, du thorax et de la tête, effectivement, le plus souvent. Pour avoir une dernière question sur un peu la tendance plus globale sur ces dernières années, est-ce que globalement on est plus soumis à des rayonnements ionisants qu'avant ? En fait, c'est assez stable en fait. L'exposition de la population française, on est aux alentours de 1,5, 1,6 millisievert. Alors, c'est une autre unité de dose. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais c'est un indicateur qui permet vraiment d'avoir l'exposition au niveau du corps entier, de la contribution au niveau corps entier. Donc, c'est le millisievert, et donc c'est à peu près 1,5. Il y a une très légère augmentation de 1,53 à 1,57. Bon, si on arrondit, on reste autour de 1,5, 1,6. Donc, ça c'est quand même assez stable. Par contre, pour chaque examen, d'année en année, la dose par acte diminue. Donc finalement, si on en conclut et avec les données, c'est qu'on fait de plus en plus d'examens, effectivement, en nombre, mais comme chaque acte a moins de doses, au final, on est en gros stable pour une personne de la population française. Pourquoi chaque acte a moins de doses ? Pourquoi au fil du temps, les doses diminuent ? En fait, les professionnels de santé sont encouragés à appliquer ce qu'on appelle le principe d'optimisation. Donc, c'est-à-dire donner la juste dose pour la juste qualité d'image qu'on veut, c'est-à-dire pour le juste diagnostic. Peut-être je reviens sur ce chiffre qu'on reçoit, qui est globalement stable d'année en année. Ça équivaut à quoi ? Vous pouvez nous donner un comparatif pour qu'on se représente un peu ? Ça représente à peu près un quart de l'exposition globale que nous recevons en moyenne, bien sûr ça dépend des régions, ça dépend des personnes, en fonction du nombre d'examens, par exemple diagnostics passés dans l'année. On est à peu près à 6,5 ou 6 millisieverts globalement, et donc ça fait à peu près un quart, les 1,5 millisieverts. Donc voilà, finalement, le radon par exemple, qui est un gaz radioactif naturellement présent, surtout en sous-sol, au rez-de-chaussée des bâtiments par exemple, puisqu'il émane du sol, va effectivement donner plus de doses, à peu près 3 millisieverts dans l'ordre de grandeur. Donc effectivement, ça. Faut comparer au rayonnement naturel qui est dans le même ordre de grandeur, donc il ne faut pas non plus s'affoler, je pense. Alors les rayonnements ionisants peuvent susciter des inquiétudes et parfois faire l'objet d'idées reçues. Alors on va faire le point avec un vrai ou faux. Alors le principe est simple, on va donc énoncer 4 affirmations et Célian, vous allez nous aider à savoir si c'est plutôt vrai, enfin si c'est vrai ou si c'est faux. À la maison, vous allez pouvoir jouer puisqu'on va vous laisser 5 petites secondes pour réfléchir avant de dévoiler la bonne réponse. Bon, tout le monde est prêt. Je commence avec la première affirmation. Donc je la lis. Si je ne passe pas d'examen d'imagerie médicale, je ne suis pas exposé au rayonnement ionisant. On a déjà donné quelques éléments. Donc effectivement, on peut conclure que c'est faux parce que les rayonnements ionisants sont présents naturellement par rapport au radon par exemple, ou il y a plein d'autres sources où quand on prend un avion par exemple, on se retrouve avec moins d'épaisseur d'atmosphère au-dessus de nous. Donc là on voit un peu la répartition de toute l'exposition qu'on peut avoir, toutes sources confondues. Oui, c'est ça. Effectivement, donc on a le radon, on a le médical dont on parle aujourd'hui, on a ce qui provient du sol, le tellurique, le cosmique, et dans les aliments ou le tabac, des choses comme ça. Enfin, vraiment, la consommation de poissons, de choses comme ça, par exemple. Alors, on passe à l'affirmation numéro 2. Si je passe un scanner un jour, je dois attendre avant d'en repasser un autre. Est-ce que c'est plutôt vrai ou est-ce que c'est plutôt faux ? Alors c'est plutôt faux. Bien sûr, chaque acte doit être justifié. Donc c'est le médecin qui est responsable de la justification. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut qu'il y ait une indication clinique, il faut qu'il y ait une question clinique posée pour que ce soit justifié d'aller par exemple passer un scanner ou une radio.
est-ce qu'on parfois on peut aussi se passer de repasser un examen parce qu'on en a fait un il n'y a pas très longtemps et du coup on pourrait peut-être trouver des indices sur cet examen-là aussi. Oui, éventuellement, si on peut donner les images, si c'est par exemple un cliché de radio et que ça a été il y a 3 jours par exemple, si on peut éviter de le repasser, pourquoi pas apporter les images, si le patient apporte les images. Bon, après, ça dépend aussi de ce qu'a besoin le radiologue. Voilà. Il faut quand même toujours privilégier le bénéfice qu'apportent ces rayonnements. Donc, ils doivent être justifiés. Et donc utilisé à bon escient, mais il n'y a pas de question temporelle, d'attente. Voilà, on considère par défaut que la dose se cumule, qu'elle soit à long terme ou si on a 2 examens passés avec vraiment beaucoup de délai ou pas, mais on considère que le cumul doit être quand même pris en compte. Mais la justification prévaut et le bénéfice en général est positif pour le patient. Alors, 3e affirmation, les examens d'imagerie ne doivent pas être prescrits aux femmes enceintes. Alors là, plutôt vrai, plutôt faux. Alors, plutôt faux, même faux. Donc, dans la manière dont était formulée la question, on est quand même sur une interdiction dans la question, mais c'est faux. Effectivement, il y a une vigilance à avoir par rapport à l'utilisation des examens d'imagerie médicale au rayonnement ionisant. Je ne parle pas d'IRM, donc, vous aurez compris. Mais il faut effectivement que ce soit particulièrement justifié pour les femmes enceintes. Il peut y avoir un besoin pendant 7 ans de grossesse. Parfois, ça peut être décalé. Si ça peut être décalé, tant mieux après la grossesse. Mais si ça ne le peut pas et que le bénéfice est bien justifié, il ne faut pas hésiter à le faire. 4e et dernière affirmation, après une scintigraphie, je reste radioactif longtemps et il y a un risque pour mon entourage. Donc on a expliqué un petit peu plus tôt en quoi consistait la scintigraphie. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Alors c'est faux. La scintigraphie, donc on va, comme je disais en début d'émission, on a un médicament en fait qui est radioactif, qui est administré principalement en intraveineux chez le patient, mais ce sont des traces, donc ce sont vraiment un peu de radioactivité, et donc on reste un peu radioactif, quelques heures, mais le patient élimine principalement par les urines, ça va assez vite, et puis l'atome radioactif se désintègre aussi, donc il y a à la fois une élimination biologique et une décroissance physique qui font qu'on reste radioactif assez peu longtemps et qu'il y a peu de risques pour l'entourage. Donc pas besoin de s'isoler après un examen de scintigraphie, on peut quand même rentrer chez soi et c'est ça. On n'expose personne. Des consignes peuvent être éventuellement données spécifiquement pour des patients qui seraient dans des conditions particulières, mais de manière générale, et ce sera donné par le service de médecine nucléaire qui réalise l'examen, mais de manière générale, non, il y a peu de consignes d'éviction. Voilà. Merci Célian, on a déjà appris plein de choses très intéressantes. Alors il y a quand même une partie de la population qu'on n'a pas du tout évoquée jusqu'à présent, ce sont les enfants. Alors est-ce qu'ils sont plus sensibles au rayonnement que les adultes ? Quelles sont les conséquences sur leur santé et comment adapter les pratiques médicales ? On découvre ça tout de suite avec une de vos collègues à l'ASNR, place à l'esprit d'équipe. Bonjour Marie-Odile Bernier, bienvenue sur le plateau de Science en question. Vous êtes médecin et épidémiologiste à l'ASNR et vous avez coordonné l'étude Enfants Scanner qui s'intéresse, comme son nom l'indique, à la santé des enfants qui ont passé un ou plusieurs scanners et qui ont donc été exposés à des rayons ionisants. Alors déjà, posons le contexte. À quelle occasion les enfants sont-ils amenés à passer des scanners ? Alors finalement, les enfants passent des scanners assez rarement. On a pu le voir sur les graphiques que montrait Célian, le nombre d'enfants qui ont des scanners est assez faible. Et c'est souvent dans des contextes d'urgence, de traumatisme, donc de traumatisme crânien. Et c'est pour ça que finalement, c'est le scanner du crâne qui est l'examen le plus fréquent en pédiatrie. Oui, c'est la grande majorité des scanners chez l'enfant. On est autour de 70% de scanners de la tête. C'est beaucoup plus en proportion que chez l'adulte. Comment on explique ce chiffre ? Eh bien, parce que comme c'est des questions d'indication pour des traumatismes, finalement, les enfants, comme la tête, c'est une partie qui est assez lourde du corps chez les enfants, même surtout sur les petits. Donc, quand ils tombent, ils vont parfois tomber sur la tête. D'accord. Mais dans l'absolu, donc, les enfants passent quand même moins de scanners que les adultes. Célian, vous confirmez ? Oui. Effectivement, chez les enfants, on n'est pas sur les 1100 examens pour 1000 bénéficiaires, on est beaucoup moins.
D'accord. Dans ce cas, si les enfants passent plutôt très peu de scanners, pourquoi on se préoccupe de leur exposition au rayonnement ? Et oui, c'est une bonne question. En fait, il y a 2 points principaux. C'est que de nombreuses études épidémiologiques ont montré que les fœtus et les enfants étaient plus sensibles aux radiations. Et donc, ils avaient plus de risques de développer des pathologies radio-induites, dont des cancers à long terme par rapport aux adultes. Et en plus, ils ont une durée de vie qui, a priori, est longue. Et donc, ils ont plus de risques de pouvoir développer une pathologie 30, 40 ou 50 ans après l'exposition. Ouais, ils ont toute leur vie ensuite pour développer des pathologies. Mais comment on peut raccrocher finalement cet événement avec une pathologie qui se développe vraiment 10, 20, 30 ans plus tard ? Alors c'est une vraie question et c'est difficile à mettre en évidence. Et c'est là qu'interviennent les études épidémiologiques. Et notamment, ce qu'on a mis en place, nous, c'est une étude de cohorte. On reviendra dessus juste après. Est-ce qu'on sait pourquoi les enfants sont plus vulnérables aux effets des rayonnements comparés aux adultes ? Alors d'une part, il y a le fait que leur organisme est en croissance. Comme l'a dit Célian tout à l'heure, il peut y avoir des dommages au niveau de l'ADN de la cellule qui peuvent entraîner, si la cellule n'est pas bien réparée, des mutations qui peuvent aller vers le cancer. Et donc dans un organisme où il y a une activité cellulaire importante pendant la croissance, donc on peut imaginer que ça va, donc les cellules mutées vont pouvoir peut-être plus évoluer vers un cancer à long terme. Alors pour revenir à l'étude enfant scanner, il s'agit d'une étude de cohorte qui est un type particulier d'étude épidémiologique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ? Oui, alors donc sur le graphique que vous pouvez voir, donc on choisit un groupe, une population d'études. Alors là, dans notre cas, c'est les enfants, et on va avoir des enfants plus ou moins exposés au scanner. Alors nous, on a choisi tous les enfants sont exposés au scanner, mais il y en a qui ont eu un scanner, d'autres qui ont pu avoir 2, 3 ou 4 scanners. Après, on les suit dans le temps, et en fait, on va regarder qui développe une maladie particulière dans la population exposée, et on va regarder si ceux qui n'ont pas été exposés vont développer dans la maladie aussi. Et donc on peut comparer les 2 groupes et voir si on peut rapporter le fait que le cancer soit lié par exemple à l'exposition au scanner. Est-ce qu'on peut montrer un lien du coup Voilà. Ok. Cette étude enfant scanner, elle a été réalisée en France, mais elle fait partie d'une grande étude européenne qui s'appelle EpiCity. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur EpiCity, le nombre de pays impliqués, la méthodologie ? Absolument. Donc EpiCity, c'est une étude européenne qui avait été financée par l'Union européenne et qui était coordonnée par le CIRC, le Centre international pour la recherche contre le cancer, qui fait partie de l'OMS. Et donc il y a 9 pays qui sont inclus dans cette étude. C'est environ 1 million d'enfants qui ont été exposés au scanner, donc en Suède, en Angleterre, en France, en Allemagne, enfin voilà, dans différents pays, et qui ont été suivis et pour lesquels on a pu estimer le nombre de cancers qui pouvaient être liés à l'exposition au rayonnement ionisant et particulièrement l'exposition au scanner. C'est ce qu'on a regardé comme type d'exposition dans la cohorte. Depuis tout à l'heure, on utilise le mot enfant, mais on n'a pas vraiment défini la tranche d'âge. Donc par exemple, pour EpiCity, de quel âge à quel âge, quels sont les âges des sujets ? Alors c'est une bonne question parce qu'en fait, ce n'est pas exactement que des enfants, ils ont entre 0 et 22 ans. Donc c'est des enfants et des jeunes grands adultes. enfants. Voilà. Et donc là, le principe, si je comprends bien, c'est que vous avez récupéré les données médicales de ces enfants. Et donc, vous avez regardé uniquement ceux qui avaient passé au minimum un scanner. Voilà. Comment vous avez récupéré ces données ? Alors en fait, dans chaque pays, alors les façons de récupérer les données ont pu varier suivant les pays. Mais par exemple en France, on avait une vingtaine de centres de radiologie pédiatrique qui participaient à l'étude, qui nous ont communiqué les examens scanners qui avaient été faits dans leur service. Donc on a pu récupérer ces informations avec aussi des informations sur les enfants qui nous ont permis après de les suivre dans le temps, notamment grâce au registre des cancers pédiatriques. On a pu croiser notre cohorte avec le registre des cancers pédiatriques pour savoir si certains enfants avaient développé des cancers ou pas. Est-ce que les données que Célian utilise pour le bilan, ça pourrait être aussi une source intéressante pour ce genre d'études ? Alors non, parce que nous, on a besoin de données individuelles. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de savoir en général si les personnes sont exposées. On a besoin de savoir si cet individu particulier a reçu un scanner, si c'est du crâne, si c'est du thorax. Donc c'est vraiment, on a besoin d'informations individuelles.
Et comment vous évaluez ensuite, donc parmi les différentes données que vous avez récoltées, comment vous évaluez précisément l'exposition des enfants aux rayons ? Alors ça, c'est assez compliqué parce que comme Célian le disait tout à l'heure, il y a une dose qui est délivrée, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la dose qui est reçue à un organe particulier. Et dans le cas de notre étude, on était intéressé de savoir la dose reçue au niveau du cerveau et au niveau de la moelle osseuse. Il suffit pas juste de compter le nombre de scanners, en fait, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça, et donc il y a eu toute une méthodologie qui a été prise en compte où on avait les paramètres utilisés pour réaliser le scanner, et après on utilisait ce qu'on appelle des fantômes, qui sont des représentations du corps humain. Alors on peut avoir des fantômes physiques, mais nous on a travaillé sur des fantômes mathématiques. Et donc à partir des paramètres d'entrée des scanners utilisés, on arrive à avoir une dose à l'organe pour chaque examen réalisé en fonction de la catégorie d'âge et du sexe. Et dans des mannequins comme ça, qu'est-ce qui se passe ? En fait, on met un capteur à l'intérieur ? Oui, alors là, donc nous, ça c'est dans notre étude, on n'est pas rentré dans des détails pratiques, mais là, effectivement, il y a des capteurs qui sont mis à l'intérieur du fantôme. Il y a un examen radiologique, la scanner, qui est réalisé, et donc on va pouvoir récupérer la valeur de la dose, parce qu'évidemment, chez les patients, on ne peut pas les couper en rondelles pour aller regarder leur dose reçue à un endroit donné. Vous disiez que spécifiquement, vous vous étiez focalisé sur la dose reçue au niveau de la tête. Pourquoi vous avez... Donc on a compris que c'était les scanners de la tête qui étaient les plus courants chez les enfants. C'est la raison pour laquelle vous vous êtes focalisé sur cet organe-là ? Alors en fait, on s'est focalisé sur 2 localisations de cancer, les tumeurs cérébrales et ce qu'on appelle les hémopathies malignes, qui comprennent les leucémies et les lymphomes. Et parce que ce sont les cancers les plus fréquents en pédiatrie, et donc ça nous permettait d'avoir un taux de base de cancer qui soit pas trop faible, et ça pouvait nous permettre de voir des excès de cancer. Parce que si on part sur l'étude d'un cancer très rare en pédiatrie, par exemple le cancer du sein, on n'en voit quasiment jamais avant 20 ans, on aura beaucoup plus de difficultés à avoir un excès de cancer si on n'en a pas de base. Oui, si on fait 0 multiplié par 2, voilà, ça donne 0. Évidemment, on a envie de connaître les résultats, que ce soit donc d'enfants scanners ou d'EpiCity. Quelles ont été les principales conclusions ? Alors, les principales conclusions ont été qu'on a mis en évidence un excès de risque de cancer, de tumeurs cérébrales et d'hémopathie maligne, qui restent vraiment dans des ranges vraiment faibles, mais qui est quand même significativement associé au fait d'être exposé au scanner dans l'enfance ou à un jeune âge adulte. Est-ce que vous pouvez nous donner à peu près un chiffre qu'on se rende compte ? Alors, ce qui a été estimé, par exemple, c'est que pour environ 10 000 examens scanners de la tête qui auraient été faits, on s'attend à ce que 5 à 15 ans après cet examen scanner, il y ait un cas de tumeur cérébrale qui puisse être observé. Et pour les hémopathies malignes, c'est pour 10 000 enfants aussi, entre 1 et 2 cas, très exactement 1,4, dans les 2 à 12 ans suivant l'examen scanner. Donc ça reste assez faible. Est-ce qu'on observe une augmentation du risque en fonction du nombre de scanners ? Si un enfant passe plusieurs scanners dans sa vie, est-ce qu'il y a plus de risques ensuite ? Alors, oui, absolument. On voit que le risque augmente avec la dose. Et donc, effectivement, le risque est plus important si on a eu plusieurs scanners que si on n'a eu qu'un seul scanner. Mais est-ce qu'avec un seul scanner, on est sûr, on pense qu'il n'y a pas de risque, ou est-ce qu'il y a un excès de risque dès l'exposition ? Alors, c'est difficile de dire ça exactement. C'est-à-dire qu'on voit que le risque augmente avec la dose. Globalement, un scanner, finalement, il y a peu de risque d'avoir une augmentation de cancer. Mais comme c'est un processus aléatoire, ça peut arriver même pour une petite dose. Donc, on a vu qu'il y avait un surrisque. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on déconseille aux enfants de passer des scanners ? Pas du tout. Effectivement, ce qui est important, c'est de voir la balance bénéfice-risque. Et il est bien plus important de diagnostiquer un problème à un jour J, par exemple un enfant qui tombe, qui peut faire une complication qui s'appelle un hématome sous-dural qui peut être très grave, entraîner la mort. Donc c'est important de faire un scanner en urgence,
plutôt que de s'inquiéter d'une pathologie qui pourrait éventuellement survenir 40 ans après et dans une proportion très faible. Donc oui, si l'examen est important, on le fait sans hésiter. Oui, c'est toujours la balance bénéfice-risque qu'on a évoqué depuis le début de l'émission. Donc pas besoin d'arrêter les scanners. Les résultats de ces études montrent quand même qu'il y a une vigilance à avoir. Est-ce que c'est du coup aux professionnels de santé de faire attention dans leur pratique ? Absolument. Et d'ailleurs, les radiologues pédiatres le font le plus souvent. C'est-à-dire que, par exemple, c'est remplacer l'examen scanner par un examen non irradiant comme l'IRM ou comme l'échographie. Donc, vous le disiez, les professionnels de santé sont déjà formés et sont déjà sensibilisés à cette question-là. Mais est-ce qu'à l'échelle de votre carrière personnelle, vous avez observé une évolution des pratiques, une meilleure prise en compte au fil du temps ? Oui, j'ai cette impression. En tous les cas, c'est vrai que l'IRM, par exemple, était beaucoup moins accessible dans les années 2000. Et donc, il y avait des scanners qui étaient réalisés pour des céphalées chroniques des enfants. Les céphalées, c'est les douleurs, c'est les maux de tête. C'est les maux de tête, voilà, qui peuvent être observés dans le cadre de migraines de l'enfant. Et donc, maintenant, on va plutôt faire un bilan IRM si on doit faire un bilan topographique. Alors, les derniers résultats d'Epicity ont été publiés en 2023. Finalement, c'est quoi la suite ? Est-ce que d'autres études sont prévues sur l'exposition des enfants aux rayons, peut-être pour d'autres examens, par exemple ? Absolument. Donc cette étude, j'espère qu'elle se continuera dans le temps, Epicity, mais on a d'autres types d'expositions qui sont aussi importantes à regarder. Notamment, on a une étude en cardiologie interventionnelle. Est-ce que vous pouvez définir rapidement ce que c'est ? Donc la cardiologie interventionnelle, c'est-à-dire que c'est pour des enfants qui ont des malformations cardiaques. Et les cardiologues interventionnels pédiatriques arrivent à traiter la malformation cardiaque sans opérer, sans ouvrir le cœur, en passant un cathéter à travers les vaisseaux, et donc jusqu'au cœur. Et pour passer ce cathéter, ils cèdent des rayons X, et donc ils regardent avec des radios répétées si le cathéter avance bien dans les vaisseaux. Et donc ça entraîne une irradiation de l'enfant qui est globalement relativement faible, mais qui, si la procédure est complexe, peut être plus longue, et on arrive à des expositions qui sont de l'ordre de celles qui sont observées pour les scanners. Donc on a une étude en cours là-dessus, mais est-ce qu'on a des résultats déjà à l'heure actuelle ? Alors on a une étude française donc qu'on a mis en place qui s'appelle l'étude coccinelle, qui n'a pas montré d'excès de risque dans cette population, mais on a une étude plus large au niveau européen qui s'appelle l'étude harmonique, où là il y a 7 cohortes nationales qui sont incluses. Et donc là, on aura une plus grande puissance statistique et on pourra estimer les risques avec plus de confiance dans nos résultats. Donc on verra bien, mais vous veillez au grain, quoi. Absolument. Merci Marie-Odile. Alors nous, on est allé questionner les gens dans la rue pour savoir s'ils avaient une petite appréhension avant de passer des examens irradiants et même voir s'ils calculaient la dose qu'ils recevaient chaque année. Écoutez leurs réponses. Non, pas du tout. Je sais que c'est contrôlé, donc j'ai pas de souci à me faire. Et non, c'est infinitésimal. C'est rien du tout. Il y a plus de risques à respirer l'air de Paris que pour faire une radio. Oui, j'ai déjà hésité, ouais. Ouais, pourquoi ? Parce que j'ai peur de me prendre des doses de radiation et je sais que c'est mauvais pour la santé et que ça peut apporter, je sais pas moi, le cancer. Moi je m'en fiche en fait. Juste on me dit va faire une radio pour voir qu'est-ce que t'as, je la fais quoi et je me pose aucune question. Sincèrement non. Ouais, non, pas du tout. Pour le coup, dans ça, j'ai pas fait gaffe. Non. Moi, j'avoue que j'ai jamais pris ça en compte. Après, c'est vrai que par contre, si je dois y aller plusieurs fois pour une fracture ou pour une maladie qui nécessite ça, je pense que je regarderai quand même. Absolument pas. Du coup, merci. Je vais faire ça ce soir. Je suis ravie. Célian, une réaction à chaud à ce que vous venez d'entendre ? Oui, effectivement, on voit que dans l'ensemble, les gens sont assez rassurés parce que c'est suivi. Bon, on l'a vu tout à l'heure, effectivement, grâce aux études qu'on mène Expris ou Epicity, expliquées par Marie-Odile, ma collègue. Donc effectivement, c'est assez rassurant d'entendre ce genre de réponse. Bon, on voit quand même qu'il y a quelques patients qui s'inquiètent un petit peu. Voilà, une patiente notamment là qui s'inquiète un petit peu. Bon, c'est légitime parce que voilà. Concernant la dose, le suivi de la dose, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas forcément tous au courant. En tout cas, c'est un peu ce qui est ressorti quand on les a rencontrés dans la rue. Finalement, ça c'est indiqué sur chaque examen médical. On peut connaître la dose qu'on a reçue.
Oui, c'est une obligation qui est en fait réglementaire. Dans tout acte qui utilise les rayonnements ionisants, la dose doit être indiquée. Radiologie, scanner, mammographie, etc. Tous ces examens exposants avec des rayonnements ionisants. Donc ça permet d'informer également le patient. Et au-delà de ces examens-là, est-ce qu'on a des outils, des moyens qui permettent d'estimer la dose qu'on reçoit au cours de sa vie Oui, effectivement, à la SNR, on a effectivement une petite calculette en fait sur notre site web qui permet d'estimer la dose toutes sources confondues, donc le naturel, le tellurique, les examens, mais en fonction des examens médicaux, on peut renseigner le nombre d'examens, scanners ou radios avec l'organe concerné, c'est le thorax par exemple, etc. Si on consomme des fruits de mer, des choses comme ça, vraiment les conditions de vie, ces conditions de vie propres, on va dire, médicales et de vie en général, et ça donne une indication à la fin d'un ordre de grandeur de la dose annuelle reçue qu'on peut regarder par rapport à la moyenne, par exemple. Et vous, quand vous êtes du côté patient, vous regardez les doses des examens d'imagerie, vous êtes curieux? Un peu, mais bon, étant donné que... C'est la déformation professionnelle. Oui, voilà, on regarde effectivement, parce qu'on a aussi les clés pour savoir par rapport aux ordres de grandeur habituels, ce qu'ont pas forcément les patients en général, parce que c'est des unités de dose qui peuvent être un peu complexes à appréhender. Est-ce que c'est prévu, ça, un jour, qu'on centralise un peu toutes ces informations pour avoir un suivi plus personnalisé de la dose qu'on a pu recevoir au cours de notre vie? Ce serait un beau projet, effectivement. Déjà, au niveau français, ce serait un beau projet. Il y a eu des initiatives régionales, déjà, de logiciels de dose, qu'on appelle DAX. En anglais, ça veut dire système de dose pour stocker les doses, les informations sur les doses des patients. Il y a eu des initiatives régionales, je sais, mais à l'heure actuelle, pour la France, il n'y a pas de système en place, mais ça pourrait être effectivement utile en complément des études EXPRI qu'on mène pour avoir aussi vraiment le suivi, non pas que de 2%, mais de l'ensemble de la population par rapport au rayonnement reçu en diagnostic, par exemple. Super, maintenant on va s'intéresser à votre parcours à tous les deux. Comment vous en êtes arrivés ici? Par quel chemin vous êtes passés? On découvre ça dans la séquence en coulisses. Alors cette séquence, elle commence toujours par un petit défi. On va vous laisser à chacun 30 secondes pour nous présenter vos parcours respectifs. C'est 30 secondes montre en main, attention. Célian, c'est vous qui passez le premier. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors c'est parti. Donc je suis physicien médical de formation. Donc en fait j'ai travaillé dans les hôpitaux à l'Institut Gustave Roussy à Villejuif et à l'Institut Curie à Saint-Cloud pendant 5 ans avant d'arriver à l'époque à l'IRSN, donc qui était l'Institut de radioprotection de sûreté nucléaire, qui est devenu l'ASNR maintenant depuis quelques mois. Auparavant j'ai commencé des études de classe prépa générale et de magistère de physique fondamentale. Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non, c'est bien, c'est l'essentiel. Bon, bravo. Marie-Odile, c'est à vous. Même règle, 30 secondes pour vous présenter. Dès que vous êtes prête, on lance le chrono. Est-ce qu'on peut y aller? C'est bon. Top chrono. Alors moi, c'est ma prof de biologie en terminale qui m'a donné vraiment la passion de la génétique, de la recherche. Et j'ai décidé de suivre un double cursus médecine et recherche. Et donc, je suis endocrinologue. Et pour la recherche, j'ai choisi l'épidémiologie, donc qui est l'étude des maladies et de ses facteurs de risque. Et après avoir travaillé une partie à l'hôpital, maintenant, je suis à l'IRSN depuis 2005. Voilà, dans le laboratoire d'épidémiologie. Désormais, du coup, devenu ASNR. Absolument. Parfait. Merci à tous les deux. On a encore quelques petites questions à vous poser. Déjà, donc, vous avez tous les deux exercé dans le milieu hospitalier avant de rejoindre l'ASNR. Donc, Célian comme physicien médical, vous l'avez dit. Marie-Odile comme médecin endocrinologue. Qu'est-ce qui vous a amené tous les deux à changer de métier? Célian, par exemple. J'avais fait 5 ans à l'hôpital en tant que physicien médical. Principalement, quelles étaient mes missions? C'était contrôler les appareils qui émettent ces rayonnements ionisants. Donc les scanners, moi j'étais plutôt dans l'imagerie médicale, donc les scanners, la médecine nucléaire avec la scintigraphie, donc ces fameuses gamma caméras qui récupèrent le signal émis du patient, les rayons gamma. Il y avait différents projets sur des logiciels de récupération de la dose dont on a un peu parlé, au niveau local. Et j'avais eu cette opportunité de
de travailler à ce moment-là, du coup, au niveau national, à l'IRSN, pour avoir une autre vision des choses et pouvoir aussi avoir un impact, pas que au niveau local, à l'hôpital où j'exerçais, mais au niveau vraiment national, pour améliorer les processus, voilà, pour participer à la radioprotection des patients au niveau France, et pourquoi pas, et ce qui est le cas maintenant, à travailler avec certains homologues européens dans des groupes de travail, par exemple. Et vous, Marie-Odile ? Alors moi, dès que j'ai travaillé à l'hôpital, j'avais quand même une partie recherche. J'ai toujours fait les deux. Et j'ai gardé la partie hôpital jusqu'à relativement récemment. Et là, ça fait maintenant 7 ou 8 ans que je n'ai plus qu'une activité de recherche, parce que c'est difficile de mener les deux de front. Mais j'aime beaucoup aussi la pratique médicale. Et des fois, ça me manque un peu. Donc, je suis contente de faire mes études en milieu médical. Ça me permet de rester en contact avec les professionnels. Et qu'est-ce qui vous plaît aujourd'hui dans votre métier ? Alors moi, ce que j'adore, c'est la possibilité de se poser des questions et de mettre en place les outils pour répondre à ces questions et de connaître plus les problèmes, de savoir est-ce que les cancers sont liés aux expositions, quelle population, est-ce que c'est plus chez les femmes, chez les hommes. Il y a une curiosité. Voilà, tout ça m'intéresse beaucoup. Et pour vous, Célian ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment, comme je disais un peu, de participer à avoir un impact sur la population, voilà, sur les patients. Travailler à plus grande échelle. Oui, c'est ça, travailler à plus grande échelle et pouvoir. C'est vrai que je m'intéresse depuis longtemps aux questions de la santé, forcément, ayant travaillé à l'hôpital. Et c'est vrai que faire des choses pour les patients, pour les gens, c'est ce qui m'intéresse en fait. C'est vraiment avoir un impact positif sur la société, pour les questions en tout cas de santé à mon échelle. Marie-Odile, en préparant cette émission, vous m'avez dit que vous aviez travaillé 1 an dans un laboratoire renommé aux États-Unis. C'était en 2016. Qu'est-ce que vous retenez de cette année là-bas ? Alors, c'était une année vraiment extraordinaire pour moi. Alors, ça a été très angoissant à l'idée d'y aller parce que je me disais, oh là là, je ne serai jamais à la hauteur et ça va être trop difficile. Et puis finalement, voilà, j'y suis arrivée. J'en étais très contente et c'était vraiment intéressant aussi de travailler avec des homologues américains, de voir leur façon de travailler qui est quand même assez différente de la nôtre. Donc, et puis, qu'est-ce qui change justement ? Est-ce qu'il y a une différence de méthode ou d'ambiance ? Alors oui, je trouve qu'il y a une différence de méthode dans le sens où j'ai l'impression qu'en France, nous, on discutait plus en amont des projets qu'aux États-Unis, on faisait les choses et puis après, c'était discuté en aval. Mais ça, bon, c'est mon expérience personnelle. Je ne sais pas si c'est comme ça pour tout le monde. Et puis, c'était super de partir en famille, de vivre à la vie américaine. C'était sympa. Et en termes de relations avec les autres, avec les collègues, d'ambiance dans les laboratoires, est-ce qu'il y a une grosse différence entre la France et les États-Unis pardon ? Alors, c'est difficile. Je suis restée qu'1 an aux États-Unis, donc j'ai trouvé que c'était pas si évident de m'intégrer. Enfin, voilà, les personnes, tout le monde était en train de manger devant son ordinateur à midi. Et c'est vrai que, nous, l'ambiance dans le laboratoire est très sympa. Et donc, j'étais contente de rentrer, de retrouver mes collègues. Oui. Alors, en parlant d'ambiance, Célian, vous êtes arrivé à l'ASNR fin 2019, donc en plein contexte de Covid. J'imagine que ça n'a pas dû être facile de créer des liens à ce moment-là. Comment vous l'avez vécu ? J'ai eu la chance quand même, étant arrivé début novembre, d'avoir au moins, un peu moins de 6 mois, effectivement, jusqu'à mi-mars, où notre président nous avait annoncé le confinement. Donc j'ai quand même pu commencer à tisser des liens, mais c'est vrai qu'après, on a commencé des études sur la médecine nucléaire en avril 2020. Donc effectivement, ça a été des études surtout à faire chez soi, avec des réunions en visio, comme tout le monde. Donc ça, c'était pas évident, mais on s'en est sorti malgré tout. Après, il y a eu les déconfinements et puis on a pu revenir de plus en plus sur site pour retrouver cette ambiance de travail qui est vraiment bonne. Je rejoins Marie-Odile. Voilà, on a des chouettes collègues. Nous, on est au 5e, au 6e, donc on se voit souvent. On travaille beaucoup ensemble sur les questions en lien avec le domaine médical. Donc il y a vraiment une bonne ambiance et qui, moi, personnellement, me plaît beaucoup. Donc vous êtes entrée à l'ASNR fin 2019. Vous, Marie-Odile, ça fait un peu plus longtemps que vous y êtes. Oui. C'est une vingtaine d'années, c'est ça ? Arrêtez. je n'ai rien dit. Fin 2005, oui, presque 20 ans. Et aujourd'hui, vous occupez un poste similaire, le même poste qu'à votre arrivée, celui de chercheuse. Oui. Est-ce que vous avez eu envie de changer à un moment ?
Alors non, j'étais contente de partir aux États-Unis pour travailler dans un autre contexte, mais moi, je suis très, très heureuse de faire de la recherche, de rester au niveau technique, de monter les études, d'analyser les résultats. Donc voilà, j'ai plus maintenant un rôle aussi d'expert dans le domaine, mais je reste à mon niveau. Je n'avais pas du tout envie de monter dans la hiérarchie, d'avoir un rôle plus de management. Je suis très contente avec... Vous préférez rester dans le concret? Voilà, je préfère rester dans le concret. Et alors, si vous aviez un temps illimité, puis surtout un financement illimité, est-ce qu'il y a un projet en particulier, une thématique que vous aimeriez creuser, approfondir? Ah oui, ça, bien sûr. Je pense que je pourrais avoir plein d'idées, mais comme ça, là, vous me prenez un peu au dépourvu, mais j'aimerais bien travailler sur la santé des femmes, parce que je trouve que finalement, elle est moins étudiée que la santé des hommes, et donc voilà, c'est vrai qu'on a un projet que j'aimerais bien pouvoir monter, qui est sur la fertilité des femmes après le traitement par le radioïode dans le cancer de la thyroïde, et bon, on attend de savoir si on va avoir des financements. Donc ça permettrait de lever ces barrières-là. Voilà. Oui. Le message est passé. C'est ça. Et vous, Célian, dans 15 ans, où est-ce que vous vous voyez? Est-ce que vous pouvez vous projeter déjà? C'est pas une question facile à répondre, c'est sûr, parce qu'il y a toujours, quand on est en tout cas à la SNR, en tant qu'expert, où vraiment on a une posture d'expert au niveau national, on se pose la question, est-ce qu'on veut continuer à peaufiner cette expertise, ou est-ce qu'on veut aller vers le management? Donc c'est des questions qui se posent à toute personne, je pense. Marie-Odile aussi, voilà, ne voulait pas le management. Moi, je ne sais pas encore. À l'heure actuelle, je suis bien dans mon poste, j'ai pas envie de changer, donc je vais continuer sur cette bonne lancée, puis l'avenir nous dira. Vous avez le temps de réfléchir. Voilà. Alors avant de se quitter, on vous a demandé de nous partager des recommandations culturelles pour découvrir le sujet autrement. On découvre ça dans la séquence suivante, c'est la reco des invités. Alors Célian, quelle est votre recommandation culturelle? Alors je recommande un podcast qui s'appelle tout simplement Radioprotection. Dans le thème. Et donc en fait c'est un podcast avec Stéphanie Moura. Voilà, avec Stéphanie Moura, qui est en fait ingénieure en radioprotection de formation, qui a exercé plusieurs années, plus de 15 ans je crois, au CHU de Bordeaux, en tant qu'ingénieure en radioprotection, et qui a lancé sa propre affaire de formatrice en radioprotection. Et à peu près à cette période-là, un peu avant de se lancer, elle avait lancé pendant la pandémie, donc voilà, 2020, ce podcast-là que j'ai découvert un peu après coup, mais qui est assez intéressant. C'est des podcasts de quelle durée à peu près? Alors, il n'y a pas de format prédéfini en termes de durée. Parfois, ça va être des interviews, on va dire, enfin des échanges qui peuvent durer 30 minutes, 1 heure, ou parfois ça va être des versions très courtes, 10 minutes sur un point réglementaire. Ce que j'aime bien, c'est que c'est assez varié. Et c'est vraiment dans la bienveillance et pour essayer on peut dire vulgariser la radioprotection. Bon, c'est quand même assez orienté pour les professionnels de la radioprotection plutôt que le grand public. Mais en tout cas, c'est surtout sur la radioprotection pour le domaine médical, principalement, puisqu'elle exerce pour le domaine médical. Et donc, il y a des conseils aussi sur l'entrepreneuriat, puisqu'elle a lancé sa propre affaire. Il y a des interviews de personnes, ou personnalisées, si on peut dire ça comme ça, de la radioprotection, comme ça, qu'on peut connaître un peu plus en détail, plutôt que par leurs études, mais plutôt par leur parcours. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant et ça permet d'apprendre des choses voilà, à mon niveau, par exemple. Et vous, Marie-Odile, qu'est-ce que vous souhaitez nous partager? Alors moi, je souhaitais partager une biographie de Marie Curie. Parce que alors Marie Curie est très très connue, on sait qu'elle a eu 2 prix Nobel en physique et en chimie. Mais surtout, je trouve que ce n'est pas qu'une chercheuse qu'on imagine sévère dans son laboratoire. C'est vraiment une femme qui a fait plein de choses dans sa vie, qui a eu un engagement politique dans le sens où elle est partie au début de la guerre de 14-18 pour aller proposer des sortes de voitures transformées en centre de radiologie ambulant pour aider à la prise en charge des blessés. C'était vrai. Elle a embarqué sa fille de 17 ans avec elle sur les routes pour y aller. Elle a fermé son laboratoire pendant 4 ans. Et c'est aussi une chercheuse qui a accueilli beaucoup de femmes chercheuses dans son laboratoire qui sont venues se former et qui sont reparties après s'aimer. Donc je trouve que c'est une belle
une belle carrière de féministe aussi, pas que de chercheuse. Et alors il y a deux façons de le découvrir, il y a une biographie plus pour adultes et une autre plus pour enfants. Voilà, c'est ça, j'ai proposé aussi donc, une pour les enfants, parce que je pense que pour les jeunes, ça peut être aussi intéressant de voir... moyen ludique d'en apprendre un peu plus sur elle. Oui, absolument. On arrive à la fin de cette émission. Merci à tous les deux pour toutes vos explications. Merci à vous aussi d'avoir regardé cette émission. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Science en question tout aussi intéressant. Ciao les sorciers. Salut les sorciers.